La DMLA est la première cause de cécité chez des personnes de plus de 60 ans dans les pays développés. En France, plus d'1 million de personnes en souffrent. Et avec le vieillissement de la population, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Mais voici une bonne nouvelle. Dans la majorité des cas, la DMLA peut être prévenue ou ralentie grâce à des méthodes naturelles. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons comprendre ce qu'est vraiment la DMLA, comment elle se développe, puis nous verrons les 5 méthodes naturelles que la science a prouvées pour prévenir et ralentir la DMLA, ainsi que les traitements médicaux disponibles aujourd'hui, les innovations et les nouveautés de 2025 qui donnent beaucoup d'espoir. Et avant de commencer, si la santé de vos yeux vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune future vidéo. Dans un premier temps, voyons déjà ce qu'est la DMLA. Parce qu'avant de parler de prévention et de traitement, il faut bien comprendre à quoi on a affaire. Faisons d'abord un rapide rappel anatomique. L'œil fonctionne un peu comme un appareil photo. À l'avant, vous avez la cornée, la surface transparente, puis le cristallin qui fait la mise au point. Et au fond de l'œil, vous avez la rétine. La rétine, c'est comme le capteur d'un appareil photo. C'est elle qui capte la lumière et transforme les images en signaux nerveux. Ces signaux sont ensuite transmis au cerveau par le nerf optique. Maintenant, au centre de la rétine, il y a une petite zone très importante. On l'appelle la macula. La macula, c'est environ la taille d'une tête d'épingle. Mais c'est elle qui vous permet de voir les détails fins, de lire, de reconnaître les visages, de conduire. C'est votre vision centrale, votre vision précise. Et c'est exactement cette zone qui est touchée dans la DMLA. Regardons maintenant de plus près ce qui se passe dans la rétine au niveau cellulaire. Si on zoome sur la rétine, on voit qu'elle est composée de plusieurs couches de cellules. Tout à l'arrière, il y a un réseau dense de vaisseaux sanguins. On appelle ça la choroïde. Ces vaisseaux apportent l'oxygène et les nutriments. Juste devant, il y a une fine membrane de cellules, c'est l'épithélium pigmentaire rétinien. On l'appelle souvent le RPE. Son rôle est essentiel. Il fait le lien entre les vaisseaux sanguins et les photorécepteurs. Les photorécepteurs, ce sont les cônes et les bâtonnets. Ce sont eux qui détectent la lumière. Les bâtonnets pour la vision nocturne et périphérique, les cônes pour la vision des détails et des couleurs. Ces photorécepteurs travaillent énormément. Ils sont constamment bombardés par la lumière. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments. En fait, la rétine est l'un des tissus les plus actifs métaboliquement de tout le corps. Et c'est le RPE, cet épithélium pigmentaire rétinien, qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Il prend les nutriments dans le sang et les transporte jusqu'aux photorécepteurs. Alors, que se passe-t-il dans la DMLA? Pour une raison qu'on ne comprend pas encore complètement, le RPE, cet épithélium pigmentaire, commence à mal fonctionner. Il ne fait plus correctement son travail de nettoyage et de transport des nutriments. Du coup, des déchets s'accumulent. On voit apparaître des dépôts jaunâtres qu'on appelle des drusones. Ces drusones, ce sont un peu comme des plaques de cholestérol et de protéines qui s'accumulent entre le RPE et les vaisseaux sanguins. Au début, ces drusones sont petits et ne causent aucun symptôme. Vous ne vous rendez compte de rien. Mais au fil des années, ils s'accumulent. Ils deviennent plus gros, plus nombreux. Et à cause de ces drusones, les photorécepteurs ne reçoivent plus assez de nutriments. Ils commencent à souffrir, puis ils meurent progressivement. Et quand les photorécepteurs de la macula meurent, vous perdez votre vision centrale. C'est ça la DMLA. Aujourd'hui, nous avons des appareils très performants qui permettent de voir ces drusones en détail. On utilise un examen qui s'appelle l'OCT, la tomographie par cohérence optique. C'est un peu comme une échographie de la rétine. Ça permet de voir toutes les couches de cellules. Et on peut voir exactement où sont les drusones, quelle est leur taille. Cet examen est vraiment révolutionnaire parce qu'il permet de détecter la DMLA très tôt, bien avant que vous ayez des symptômes. Et plus on détecte tôt, mieux on peut agir pour ralentir la maladie. Maintenant, il faut savoir qu'il existe 2 types de DMLA. La DMLA sèche et la DMLA humide. Et c'est très important de comprendre la différence. La DMLA sèche, c'est de loin la plus fréquente. Elle représente environ 90% de tous les cas de DMLA.
Dans la DMLA sèche, l'évolution est lente. Ça prend des années. Les drusones s'accumulent progressivement. Puis, au stade avancé, on voit apparaître ce qu'on appelle l'atrophie géographique. L'atrophie géographique, c'est quand des zones entières de la rétine s'amincissent, s'atrophient, les cellules disparaissent. Ça laisse des taches aveugles dans votre vision. Heureusement, même si la DMLA sèche est fréquente, elle est généralement moins sévère que la forme humide. L'évolution est plus lente. Beaucoup de gens gardent une vision utilisable pendant de nombreuses années. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, c'est dans la DMLA sèche qu'on peut vraiment agir avec les méthodes naturelles pour ralentir la progression. La DMLA humide, elle, est beaucoup plus agressive. Elle ne représente que 10% des cas, mais c'est elle qui cause la majorité des cécités liées à la DMLA. On l'appelle humide parce qu'il y a du liquide, parfois du sang, qui s'accumule dans la rétine. Pourquoi ? Parce que les cellules de la rétine, à cause des drusones et du manque de nutriments, envoient un signal de détresse. Elles libèrent une substance qu'on appelle le VEGF, le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Ce VEGF, c'est comme un appel à l'aide. Ça dit, on a besoin de plus de vaisseaux sanguins, on a besoin de plus de nutriments. Et donc, de nouveaux vaisseaux sanguins commencent à pousser, ils poussent depuis la choroïde vers la rétine. On appelle ça la néovascularisation. Le problème, c'est que ces nouveaux vaisseaux sont anormaux. Ils sont fragiles, ils fuient, ils saignent. C'est comme des mauvaises herbes ou des racines d'arbres qui pousseraient à travers les fondations d'une maison. Ils détruisent l'architecture de la rétine. Et ça peut aller très vite. En quelques semaines ou quelques mois, vous pouvez perdre une grande partie de votre vision centrale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des traitements très efficaces pour la DMLA humide. On en parlera dans la partie sur les traitements médicaux. Parlons maintenant des symptômes. Comment savoir si vous avez une DMLA ? Quels sont les signes d'alerte ? Le tout premier symptôme de la DMLA, c'est souvent une baisse de la vision nocturne. Vous avez plus de mal à voir dans la pénombre. Vous mettez plus de temps à vous adapter quand vous passez d'un endroit lumineux à un endroit sombre. Le problème, c'est que ce symptôme est très difficile à détecter. Pourquoi ? Parce que, en vieillissant, on a naturellement plus de difficultés avec la vision nocturne. On développe aussi des cataractes qui gênent la vision de nuit. Donc les gens pensent « Oh, c'est normal, je vieillis ». Ils ne se rendent pas compte que c'est peut-être le début d'une DMLA. C'est pour ça que les examens réguliers chez l'ophtalmologiste sont si importants. Lui, il peut détecter les premiers signes de DMLA, les drusènes, bien avant que vous ayez des symptômes. Quand la DMLA progresse, les symptômes deviennent plus évidents. Votre vision centrale devient floue. Vous avez du mal à lire, même avec vos lunettes. Les lettres sont floues. Certaines disparaissent. Vous voyez une tache sombre, grise, au centre de votre vision. Quand vous regardez le visage de quelqu'un, vous ne voyez pas ses traits. Ils sont cachés par cette tache. Conduire devient impossible. Vous ne voyez pas les panneaux, vous ne distinguez pas les piétons. Par contre, et c'est important, votre vision périphérique est préservée. Vous voyez toujours sur les côtés. C'est pour ça que les gens avec une DMLA avancée peuvent encore se déplacer, mais ils ne peuvent plus faire de tâches précises. Un autre symptôme très important, ce sont les métamorphopsies. Ça veut dire que vous voyez des déformations. Les lignes droites vous semblent ondulées, courbées. Si vous regardez un carrelage, les carreaux sont déformés. C'est souvent un signe de DMLA humide. Ça veut dire qu'il y a du liquide qui s'accumule dans votre macula et qui la déforme. Si vous remarquez ce symptôme, c'est une urgence. Il faut consulter rapidement dans les jours qui suivent. Parce que si c'est une DMLA humide, chaque jour compte. Plus on traite tôt, mieux on peut préserver votre vision. Pour détecter ces déformations, il existe un test très simple que vous pouvez faire chez vous. C'est la grille d'Amsler. C'est une grille avec des lignes horizontales et verticales et un point au centre. Vous couvrez un œil, vous regardez le point central et vous vérifiez si toutes les lignes sont bien droites. Si vous voyez des déformations, des zones manquantes, des lignes ondulées, il faut consulter. Maintenant, qui est à risque de développer une DMLA ? Le facteur numéro 1, c'est l'âge. Plus vous vieillissez, plus le risque augmente. Avant 50 ans, c'est très rare.
Entre 50 et 60 ans, environ 1% de la population. Mais après 75 ans, c'est près de 30% des gens qui ont une forme de DMLA. Le deuxième facteur, ce sont les antécédents familiaux. Si vos parents ou vos frères et sœurs ont une DMLA, votre risque est multiplié par 3 à 4. Il y a clairement une composante génétique. Le troisième facteur, et c'est le plus important parce que c'est le seul qu'on peut modifier, c'est le tabac. Fumer double votre risque de DMLA et si vous fumez beaucoup, le risque peut être triplé ou quadruplé. L'obésité augmente aussi le risque. Les personnes d'origine européenne sont plus touchées que les personnes d'origine africaine ou asiatique. L'hypertension et le diabète sont aussi des facteurs de risque. Et il y a eu des débats sur l'exposition solaire, mais les études récentes ne montrent pas de lien aussi fort qu'on le pensait. Voilà pour cette première partie sur la compréhension de la DMLA. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment peut-on prévenir cette maladie ? Comment peut-on la ralentir si on l'a déjà ? Détaillons ensemble les méthodes naturelles de prévention et de traitement de la DMLA. Ces méthodes sont toutes soutenues par la science, ce ne sont pas des remèdes de grand-mère. Ce sont des approches qui ont été étudiées dans des essais cliniques rigoureux et qui ont prouvé leur efficacité. Et la bonne nouvelle, c'est que ces méthodes sont accessibles à tous. Pas besoin de médicaments coûteux, pas besoin de chirurgie. Ce sont des changements de mode de vie que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Première méthode, et c'est probablement la plus importante, l'alimentation. Ce que vous mangez a un impact direct sur la santé de vos yeux. Et quand on parle de DMLA, il y a un régime alimentaire qui ressort dans toutes les études. Le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, c'est le régime traditionnel des pays du pourtour de la Méditerranée. Grèce, Italie du Sud, sud de la France, Espagne. Mais attention, quand on dit régime méditerranéen, on ne parle pas de pizza et de pâtes à la carbonara. On parle du régime traditionnel, celui des villages ruraux, des pêcheurs, des agriculteurs. Et ce régime a été étudié spécifiquement pour la DMLA. En 2022, une grande revue systématique a analysé toutes les études disponibles. Le résultat ? Les personnes qui suivent un régime méditerranéen ont 67% moins de risque de progression de la DMLA vers les stades avancés. C'est énorme, juste en changeant votre alimentation. Et ce n'est pas tout. Ces personnes avaient aussi un risque beaucoup plus faible de développer une DMLA en premier lieu. Alors, qu'est-ce qu'on mange dans le régime méditerranéen ? La base, ce qu'on mange tous les jours, ce sont les légumes et les fruits. Ils représentent environ 30% de vos calories quotidiennes. Beaucoup de légumes verts, des tomates, des poivrons, des aubergines et des fruits frais, pas des jus de fruits. Ensuite, les céréales complètes, le pain complet, le riz complet. Les légumineuses aussi, les pois chiches, les lentilles, les haricots. Ça représente environ 35% de vos calories. L'huile d'olive, c'est la graisse principale. Mais attention, seulement 10% de vos calories. Donc on n'en met pas des litres. On l'utilise pour cuisiner, on met un filet sur les salades, mais on ne nage pas dedans. Quelques fois par semaine, on mange du poisson et des fruits de mer, environ 20% de vos calories. Les poissons gras, comme le saumon, les sardines, le maquereau, sont particulièrement bons. Et puis, occasionnellement seulement, de la volaille, des œufs et très rarement de la viande rouge. Ça représente 5% ou moins de vos calories. Si on compare le régime méditerranéen au régime occidental standard, les différences sont frappantes. Le régime occidental, c'est beaucoup de viande rouge, de charcuterie, beaucoup de produits transformés, de plats préparés, des graisses saturées comme le beurre, la crème et beaucoup de sucre raffiné. Le régime méditerranéen, c'est l'inverse. Beaucoup de végétaux, des graisses insaturées comme l'huile d'olive, peu de produits transformés, peu de sucre ajouté. Et cette différence se voit dans les taux de DMLA. Dans les pays méditerranéens traditionnels, les taux de DMLA sont beaucoup plus bas que dans les pays occidentaux. Maintenant, quels sont les aliments les plus protecteurs pour la DMLA ? D'abord, les légumes verts à feuilles, les épinards, le chou kale, les bettes, la laitue romaine. Ces légumes sont riches en lutéine et en zéaxanthine. Ce sont deux pigments qui vont directement dans votre rétine et qui la protègent.
On va en reparler en détail dans la partie sur les compléments alimentaires. Ensuite, les poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau, le hareng. Ces poissons sont riches en oméga 3 et particulièrement en DHA. Le DHA, c'est un acide gras essentiel qui compose 50 à 60% de vos photorécepteurs. Vos cellules rétiniennes ont absolument besoin de DHA pour fonctionner correctement. Les études montrent que manger du poisson au moins 2 fois par semaine réduit considérablement le risque de DMLA. Une étude a même montré une réduction de 42% du risque de développer une DMLA humide. Ensuite, les fruits rouges, les myrtilles, les framboises, les fraises, les mûres. Ces fruits sont bourrés d'antioxydants, notamment des anthocyanines. Ces molécules protègent vos cellules rétiniennes contre le stress oxydatif, qui est l'un des mécanismes clés de la DMLA. Et enfin, les agrumes, les oranges, les citrons, les pamplemousses. Ils sont riches en vitamine C, un puissant antioxydant qui protège la rétine. Maintenant, parlons aussi des aliments qu'il vaut mieux limiter. D'abord, les graisses saturées en excès. On les trouve dans la viande rouge, le beurre, la crème, les fromages gras, la charcuterie. Je ne dis pas qu'il faut les éliminer complètement, mais il faut les limiter. Plusieurs études ont montré un lien entre une consommation élevée de graisses saturées et un risque augmenté de DNLA. Ensuite, les aliments ultra transformés. Les plats préparés, les snacks industriels, les fast-foods. Ces aliments sont riches en graisses trans, en sucre ajouté, en sel, et ils sont pauvres en nutriments protecteurs. Et les sucres raffinés, les sodas, les pâtisseries industrielles, les bonbons. Ces sucres provoquent des pics de glycémie qui favorisent l'inflammation et le stress oxydatif. Tout ça crée un terrain favorable à la DMLA. L'inflammation chronique, l'obésité, le stress oxydatif, ce sont tous des facteurs qui accélèrent la dégénérescence de la rétine. Donc voilà pour l'alimentation. Le message est simple, mangez méditerranéen. Beaucoup de légumes, des poissons gras, des fruits, de l'huile d'olive. Et limitez les aliments transformés, la viande rouge, les graisses saturées. Deuxième méthode, les compléments alimentaires. Et là, attention, on ne parle pas de n'importe quel complément. On parle de formules spécifiques qui ont été testées dans des essais cliniques rigoureux et qui ont prouvé leur efficacité. Ces formules s'appellent ARETS et ARETS 2. Ce sont les seuls compléments alimentaires dont on a la preuve scientifique qu'elles ralentissent la progression de la DMLA. ARETS, ça vient de Age-Related Eye Disease Study. C'est une grande étude américaine lancée en 1992 par le National Eye Institute. La première étude ARETS a suivi 3640 personnes pendant près de 10 ans. On leur a donné soit un placebo, soit des compléments alimentaires avec différentes combinaisons de vitamines et de minéraux. Les résultats ont été publiés en 2001 et ils étaient très clairs. Certaines combinaisons de nutriments réduisaient de façon significative la progression de la DMLA. Ensuite, il y a eu ARETS 2 entre 2006 et 2012 avec plus de 4200 participants. Cette deuxième étude a permis d'affiner la formule, de voir quels nutriments étaient vraiment efficaces et à quelle dose. Aujourd'hui, ces études font référence dans le monde entier. Les recommandations officielles des sociétés d'ophtalmologie sont basées sur ces résultats. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la formule ARETS 2 ? D'abord, de la vitamine C, 500 mg par jour. C'est un antioxydant puissant qui protège les cellules de la rétine contre les radicaux libres. Ensuite, de la vitamine E, 400 unités internationales. Elle aussi, c'est un antioxydant qui protège les membranes cellulaires. Du zinc, 80 mg sous forme d'oxyde de zinc. Le zinc est essentiel pour le fonctionnement de la rétine. Il intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques. Du cuivre, 2 mg. On l'ajoute parce que des doses élevées de zinc peuvent provoquer une carence en cuivre. Et enfin, de la lutéine et de la zéaxanthine, 10 mg de lutéine et 2 mg de zéaxanthine. Dans la formule ARETS 1, il y avait du bêta-carotène à la place de la lutéine et de la zéaxanthine. Mais on s'est rendu compte que le bêta-carotène augmentait le risque de cancer du poumon chez les fumeurs. Donc, dans ARETS 2, on l'a remplacé par la lutéine et la zéaxanthine, qui sont tout aussi efficaces et sans danger. Quelle est l'efficacité de ces formules ? L'étude ARETS 1
a montré une réduction de 25% de la progression vers une DMLA avancée sur 5 ans. 1 sur 4, c'est significatif. AREDS 2 a montré une réduction de 18%. Pourquoi moins? Parce que dans AREDS 2, beaucoup de participants du groupe placebo prenaient déjà des compléments alimentaires de leur côté, donc la différence était moins marquée. Mais quand on analyse les données, la meilleure combinaison, c'est bien la formule complète. Vitamine C, vitamine E, zinc, lutéine et zeaxanthine ensemble. Aucun de ces nutriments pris individuellement n'est aussi efficace que la combinaison complète. Maintenant, question importante. Qui devrait prendre ces compléments? Les études AREDS ont montré que ces compléments sont efficaces chez les personnes qui ont déjà une DMLA intermédiaire ou avancée, c'est-à-dire les personnes qui ont des drusènes de taille moyenne ou grosse ou qui ont déjà une DMLA avancée dans un œil. Par contre, chez les personnes qui n'ont pas de DMLA ou qui ont une DMLA très précoce avec juste quelques petits drusènes, on n'a pas prouvé de bénéfice. Donc, la recommandation officielle est, si vous avez une DMLA intermédiaire ou avancée, prenez les compléments AREDS 2. Sinon, concentrez-vous sur l'alimentation. Bien sûr, parlez-en avec votre ophtalmo. Lui seul peut évaluer le stade de votre DMLA et vous dire si les compléments sont recommandés pour vous. Parlons un peu plus en détail de la lutéine et de la zeaxanthine, parce que ce sont vraiment les stars de la prévention de la DMLA. Ce sont des pigments jaunes, des caroténoïdes. Et ils ont une particularité unique. Ce sont les seuls caroténoïdes qui se concentrent dans la rétine, et particulièrement dans la macula. En fait, la macula contient tellement de lutéine et de zeaxanthine qu'elle a une couleur jaune. On l'appelle parfois la tache jaune. Ces pigments ont 2 rôles essentiels. D'abord, ils agissent comme un filtre pour la lumière bleue. La lumière bleue, c'est la partie du spectre lumineux qui a le plus d'énergie. Elle est particulièrement nocive pour les photorécepteurs. En filtrant cette lumière bleue, la lutéine et la zeaxanthine protègent vos cellules rétiniennes. Ensuite, ce sont des antioxydants très puissants. Ils neutralisent les radicaux libres qui se forment dans la rétine à cause de l'exposition constante à la lumière et de l'intense activité métabolique. Plus vous avez de lutéine et de zeaxanthine dans votre macula, plus votre densité de pigments maculaires est élevée. Et mieux votre rétine est protégée contre la DMLA. Où trouve-t-on la lutéine et la zeaxanthine? Principalement dans les légumes verts à feuilles. Le champion, c'est le chou cal. 100 g de chou cal contiennent 39 mg de lutéine. C'est énorme. Les épinards cuits, c'est 12 mg pour 100 g. Le brocoli, 2 mg. Et le jaune d'œuf contient aussi de la lutéine et de la zeaxanthine, mais en plus petite quantité. Le problème, c'est que pour atteindre les doses recommandées de 10 à 20 mg de lutéine par jour, il faudrait manger vraiment beaucoup de ces légumes, tous les jours. C'est pour ça que les suppléments peuvent être utiles, surtout si vous avez déjà une DMLA. Ils vous permettent d'atteindre facilement les doses qui ont été prouvées efficaces dans les études. Mais attention, les suppléments ne remplacent pas une bonne alimentation. Ils la complètent, d'où le nom de complément alimentaire. Parlons maintenant des oméga 3, parce que c'est un sujet qui crée beaucoup de confusion. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels. Votre corps ne peut pas les fabriquer, vous devez les obtenir par l'alimentation. Il y a 3 types principaux d'oméga 3. L'ALA, qu'on trouve dans les noix et les graines de lin, l'EPA et le DHA, qu'on trouve dans les poissons gras. Pour la rétine, c'est le DHA qui est le plus important. Le DHA, c'est l'acide docosahexaéloïque. Vos photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets, sont composés de 50 à 60% de DHA. En fait, la rétine est le tissu le plus riche en DHA de tout votre corps. Le DHA est essentiel pour la structure des membranes cellulaires. Il les rend fluides, flexibles, ça permet aux photorécepteurs de fonctionner correctement, de réagir rapidement à la lumière. Et le DHA a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il aide à réduire l'inflammation chronique dans la rétine, qui est un des mécanismes de la DMLA. Maintenant, voilà où ça devient intéressant. Les études observationnelles montrent clairement que les gens qui mangent beaucoup de poissons ont un risque réduit de DMLA. Ça, c'est constant. Toutes les études vont dans ce sens. Par contre, quand on fait des essais cliniques avec des suppléments d'oméga 3, les résultats sont beaucoup plus mitigés. Certaines études montrent un petit bénéfice, d'autres ne montrent rien du tout.
L'étude Arrête 2, par exemple, n'a pas trouvé de bénéfice à ajouter des oméga 3 à la formule de base. Pourquoi cette différence entre manger du poisson et prendre des suppléments? Il y a plusieurs explications possibles. D'abord, la forme du DHA. Dans les suppléments classiques, le DHA est souvent sous forme d'esters éthyliques, qui sont moins bien absorbés que les triglycérides naturels du poisson. Ensuite, quand vous mangez du poisson, vous n'obtenez pas que du DHA. Vous obtenez aussi des protéines de haute qualité, du sélénium, de la vitamine D et plein d'autres nutriments qui peuvent avoir un effet protecteur. Et enfin, il y a des recherches récentes sur les phospholipides DHA, une forme particulière de DHA qu'on trouve dans le poisson et qui serait beaucoup plus efficace pour atteindre la rétine. Alors, que faire concrètement? L'idéal est de consommer du poisson gras régulièrement, saumon, sardines, maquereaux, hareng. Mais soyons réalistes, peu de gens atteignent les 2 à 3 portions par semaine recommandées. Et même avec du poisson menu, il peut être difficile d'atteindre les doses de DHA utilisées dans les études sur la DMLA. C'est pourquoi un supplément d'oméga 3 de qualité peut être un bon complément, que vous mangez du poisson ou non. Mais attention, tous les suppléments ne se valent pas. Cherchez une forme triglycéride, pas ester éthylique, ou mieux encore, une forme phospholipide si vous en trouvez. Troisième méthode, l'activité physique. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre l'exercice et vos yeux. Eh bien, le lien est plus fort qu'on ne le pense. Comment l'exercice protège-t-il contre la DMLA? D'abord, l'exercice régulier réduit l'inflammation systémique dans tout votre corps, y compris dans vos yeux. L'inflammation chronique est un des mécanismes clés de la DMLA. Moins d'inflammation, moins de risques. Ensuite, l'exercice améliore la circulation sanguine. Vos yeux reçoivent plus d'oxygène, plus de nutriments. La choroïde, ce réseau de vaisseaux sanguins derrière la rétine, fonctionne mieux. L'exercice réduit aussi le stress oxydatif en augmentant vos défenses antioxydantes naturelles. Et bien sûr, l'exercice aide à maintenir un poids santé, à réguler la glycémie et la tension artérielle. L'obésité, le diabète, l'hypertension, tous ces facteurs augmentent le risque de DMLA. Et les chiffres sont impressionnants. Une grande étude a suivi 3874 personnes pendant 15 ans. Résultat, les personnes qui marchaient au moins 3 heures par semaine avaient 41% moins de risque de développer une DMLA humide comparée aux personnes sédentaires. Juste en marchant 3 heures par semaine. Ça fait environ une demi-heure par jour. Un autre aspect important, c'est le lien entre le poids et la DMLA, et plus spécifiquement l'obésité abdominale. Les études montrent que les personnes avec un ratio taille sur hanche élevé ont 2 à 3 fois plus de risques de développer une DMLA avancée. L'obésité abdominale, la graisse autour du ventre, c'est plus dangereux que l'obésité générale. Pourquoi? Parce que cette graisse est métaboliquement active et elle sécrète des substances pro-inflammatoires. Elle favorise la résistance à l'insuline. Donc, maintenir un poids santé, et particulièrement éviter l'accumulation de graisse abdominale, c'est important pour vos yeux. Concrètement, quelles activités pratiquer? Pour la plupart des gens, la marche rapide, c'est parfait. 30 minutes par jour. C'est simple, gratuit, sans risque. Vous pouvez le faire n'importe où. Le vélo, la natation, c'est excellent aussi. Le jardinage actif compte aussi si vous bougez vraiment. Pour les personnes âgées ou qui ont des problèmes articulaires, l'aquagym est idéal. L'eau soutient votre corps, pas d'impact sur les articulations. Le tai chi, le yoga doux, la danse, c'est très bien aussi. L'importance n'est pas tellement le type d'activité, c'est la régularité. Mieux vaut 30 minutes de marche tous les jours qu'une séance de sport intensive une fois par semaine. Et choisissez quelque chose que vous aimez, parce que si vous n'aimez pas, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et si vous avez déjà une DMLA avancée avec une perte de vision importante, continuez l'activité physique, c'est toujours bénéfique. Mais adaptez. Évitez les sports où il y a un risque de chute ou de choc. Privilégiez les terrains plats, les environnements que vous connaissez bien. Entraînez-vous avec quelqu'un si possible. Et bien sûr, demandez l'avis de votre médecin avant de commencer ou de modifier votre programme d'exercice. L'activité physique reste un des piliers de votre santé globale et de la santé de vos yeux, même avec une vision réduite. Quatrième méthode, le sommeil. Le sommeil, c'est souvent le grand oublié quand on parle de santé des yeux.
Pourtant, il joue un rôle absolument crucial. Plusieurs études récentes ont montré un lien entre la durée du sommeil et le risque de DMLA. Les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque significativement plus élevé de développer une DMLA humide. À l'inverse, dormir plus de 9 heures par nuit est aussi associé à un risque accru. Mais attention, ça ne veut pas dire que dormir beaucoup cause la DMLA. C'est plutôt que dormir excessivement peut être le signe d'autres problèmes de santé sous-jacents. La durée optimale, c'est 7 à 8 heures par nuit. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. C'est surtout la qualité du sommeil qui compte. Un problème particulièrement important, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil, c'est quand vos voies respiratoires se bloquent pendant que vous dormez. Vous arrêtez de respirer pendant quelques secondes, parfois des dizaines de fois par heure. Ça provoque une baisse d'oxygène dans votre sang. Et vos yeux, qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, en souffrent. Les cellules rétiniennes sont en hypoxie, en manque d'oxygène. Plusieurs études ont montré que les personnes avec apnée du sommeil ont un risque plus élevé de DMLA et que leur DMLA progresse plus rapidement. Si vous ronflez très fort, si vous vous réveillez fatigué même après 8 heures de sommeil, si votre partenaire vous dit que vous arrêtez de respirer la nuit, consultez un médecin. L'apnée du sommeil se traite très bien, généralement avec un appareil CPAP. L'insomnie chronique est aussi un problème. Des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents, un sommeil non réparateur. Un mauvais sommeil chronique augmente l'inflammation dans tout votre corps. Il augmente le stress oxydatif. Il perturbe votre métabolisme. Et tout ça favorise la progression de la DMLA. L'insomnie est un facteur de risque indépendant, même quand on prend en compte tous les autres facteurs. Donc prendre soin de votre sommeil, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la santé de vos yeux. Alors, comment améliorer votre sommeil? Premier conseil, établissez une routine régulière. Couchez-vous et levez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Votre corps aime la régularité. Ça aide à réguler votre horloge biologique. Deuxième conseil, optimisez votre environnement de sommeil. Gardez votre chambre fraîche autour de 18-19 degrés Celsius. L'obscurité totale est importante. Utilisez des rideaux occultants si besoin. Et le silence ou un bruit blanc si vous vivez dans un environnement bruyant. Troisième conseil, évitez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Les écrans émettent de la lumière bleue qui supprime la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Lisez un livre papier, écoutez de la musique douce, prenez un bain tiède. Évitez la caféine après 14 heures. La caféine reste dans votre système pendant des heures et peut perturber votre sommeil même si vous ne vous en rendez pas compte. L'alcool aussi, évitez-le le soir. Beaucoup de gens pensent que l'alcool aide à dormir. C'est vrai, ça peut vous aider à vous endormir, mais ça perturbe le sommeil profond. Vous dormez moins bien. Évitez les repas copieux le soir. Digérer demande de l'énergie et peut perturber votre sommeil. L'exercice régulier améliore aussi la qualité du sommeil, mais évitez l'exercice intense dans les 3 heures avant de vous coucher. Cinquième et dernière méthode, arrêtez de fumer. C'est la plus importante de toutes après l'alimentation. Le tabac est le facteur de risque modifiable numéro 1 de la DMLA. Les chiffres sont sans appel. Fumer double, triple, voire quadruple votre risque de développer une DMLA selon le nombre de cigarettes que vous fumez. Si vous fumez un paquet par jour pendant 20 ans ou 2 paquets par jour pendant 10 ans, on dit que vous avez 20 paquets année. À ce niveau, votre risque de DMLA est très élevé. Et ce n'est pas seulement le risque de développer la maladie. Le tabac accélère aussi la progression. Les fumeurs développent des formes plus sévères plus rapidement. La bonne nouvelle, c'est que si vous arrêtez, le risque diminue. Après 10 à 15 ans sans fumer, votre risque redevient proche de celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Comment le tabac endommage-t-il vos yeux? D'abord, le stress oxydatif. La fumée de cigarette contient des milliers de substances chimiques dont beaucoup génèrent des radicaux libres. Ces radicaux libres attaquent toutes les cellules de votre corps, y compris celles de votre rétine. Rappelez-vous, votre rétine est déjà l'un des tissus les plus actifs métaboliquement. Elle produit naturellement beaucoup de radicaux libres. Le tabac ajoute une couche supplémentaire de stress oxydatif que vos défenses antioxydantes ne peuvent pas gérer.
Ensuite, l'inflammation chronique. Le tabac active en permanence votre système immunitaire. Votre corps est dans un état d'inflammation constant. Et cette inflammation touche aussi votre rétine. Le tabac réduit aussi la circulation sanguine. Il provoque une constriction des vaisseaux sanguins. Votre choroïde, ce réseau de vaisseaux qui nourrit la rétine, reçoit moins de sang, donc moins d'oxygène et de nutriments. Il y a aussi une toxicité directe sur les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien, le RPE. Les substances toxiques du tabac s'accumulent et endommagent ces cellules essentielles. Et tout ça favorise l'accumulation de drusène. Les fumeurs développent plus de drusène plus tôt et plus rapidement que les non-fumeurs. C'est une attaque sur tous les fronts. Voilà pourquoi le tabac est si dévastateur pour vos yeux. Maintenant, parlons de comment arrêter de fumer. La nicotine crée une dépendance physique et psychologique puissante. Arrêter de fumer est difficile, vraiment difficile. Et si vous avez déjà essayé et échoué, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça veut dire que c'est difficile. Mais ça veut aussi dire que vous pouvez réessayer. Beaucoup de gens ont besoin de plusieurs tentatives avant de réussir. En moyenne, il faut 7 tentatives. Donc si vous avez échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est pas grave. Vous pouvez réessayer. Et voici quelque chose d'encourageant. Les bénéfices de l'arrêt du tabac commencent immédiatement. 20 minutes après votre dernière cigarette, votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque commencent à se normaliser. Après 24 heures, votre risque de crise cardiaque diminue déjà. Après 2 à 3 mois, votre circulation sanguine s'améliore. Vos poumons fonctionnent mieux. Après 1 an, votre risque de maladie cardiaque est divisé par 2. Pour les yeux, ça prend plus de temps. Après 5 à 10 ans sans fumer, votre risque de DMLA commence vraiment à diminuer de façon significative. Et après 10 à 15 ans, votre risque devient proche de celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Donc, même si vous avez fumé pendant des années, il n'est jamais trop tard pour arrêter. Chaque jour sans cigarette est un jour de gagné pour vos yeux. Passons maintenant à la partie sur les traitements médicaux. Parce que même si les méthodes naturelles sont essentielles, il y a des situations où vous avez besoin de traitements médicaux, particulièrement si vous avez une DMLA humide. Le traitement de référence de la DMLA humide, ce sont les injections intravitréennes de médicaments anti-VOG. Je sais, ça fait peur, une injection dans l'œil, mais restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Rappelez-vous, dans la DMLA humide, les cellules rétiniennes libèrent du VEG, ce facteur de croissance qui stimule la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Les médicaments anti-VEG, comme leur nom l'indique, bloquent le VEG. Ils empêchent ces nouveaux vaisseaux de se former et ils réduisent l'œdème, le gonflement de la macula causé par les fuites de liquide. Ces traitements sont une véritable révolution. Avant leur arrivée en 2006, on ne pouvait presque rien faire pour la DMLA humide. La plupart des patients perdaient leur vision centrale en quelques années. Aujourd'hui, avec ces injections, on peut stabiliser la vision dans la majorité des cas. Et dans environ 30 à 40% des cas, on peut même améliorer la vision. Il existe 3 médicaments principaux. Le Lucentis, ou ranibizumab, a été le premier approuvé spécifiquement pour la DMLA. Il est très efficace. L'Elea, ou aflibercept, est arrivé ensuite. Il a une action un peu plus longue, donc vous avez besoin de moins d'injections. Et il y a l'Avastin, ou bevacizumab. Celui-là est intéressant. À la base, c'est un médicament contre le cancer. Il n'est pas officiellement approuvé pour la DMLA. On dit qu'il est utilisé hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Mais les ophtalmologistes l'utilisent beaucoup parce qu'il est beaucoup moins cher que les autres et les études montrent qu'il est tout aussi efficace. Le choix du médicament dépend de votre situation particulière, de la sévérité de votre DMLA, de votre réponse au traitement. Votre ophtalmo discutera avec vous du meilleur choix. Comment se passe le traitement ? Généralement, on commence par une phase d'attaque. Vous recevez une injection par mois pendant 3 mois. 3 injections au total. Ça permet de saturer le VOG dans votre œil et de stabiliser rapidement la situation. Ensuite, il y a la phase d'entretien. Là, ça dépend de votre réponse au traitement. Certains patients suivent ce qu'on appelle un protocole PRN, Pro Renata, c'est du latin pour selon le besoin. Vous revenez pour des contrôles réguliers et on vous fait une injection seulement si on voit que la DMLA réactive.
D'autres patients suivent un protocole Treat and Extend, traiter et étendre. On vous fait une injection, puis on espace progressivement les injections, d'abord toutes les 6 semaines, puis toutes les 8 semaines, puis toutes les 10 semaines et ainsi de suite, tant que votre DMLA reste stable. Le suivi régulier avec l'OCT, cet examen qui permet de voir les couches de la rétine, est essentiel. C'est comme ça qu'on voit si le traitement fonctionne, s'il y a encore du liquide, s'il faut réinjecter. Maintenant, parlons de l'injection elle-même, parce que c'est ce qui fait le plus peur. Oui, ce n'est pas agréable, mais nous, ce n'est pas aussi terrible que vous l'imaginez. Voici comment ça se passe. D'abord, on vous met des gouttes anesthésiantes dans l'œil. Après quelques minutes, votre œil est complètement anesthésié. Vous ne sentez presque rien. Ensuite, on désinfecte toute la surface de votre œil avec un produit antiseptique. On met un petit écarteur pour garder votre œil ouvert. Puis, le médecin fait l'injection. C'est très rapide, quelques secondes. L'aiguille est très fine. Vous pouvez sentir une pression, mais ce n'est pas douloureux. Après l'injection, on met un collyre antibiotique pour prévenir les infections. Et c'est fini. Vous restez quelques minutes pour vous assurer que tout va bien et vous rentrez chez vous. Pas d'hospitalisation, pas d'arrêt de travail nécessaire. Les effets secondaires sont rares. Vous pouvez avoir l'œil un peu rouge pendant un jour ou deux. Vous pouvez voir des petits points noirs qui flottent, des corps flottants, à cause de petites bulles d'air dans le vitré. Ils disparaissent en quelques heures. Les complications sérieuses, comme les infections ou le décollement de rétine, sont très rares, moins d'1% des injections. Et les résultats sont vraiment impressionnants. Après 1 an de traitement, environ 90% des patients ont une vision stabilisée, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de vision ou très peu. Et 30 à 40% des patients voient même leur vision s'améliorer. Ils récupèrent des lignes sur l'échelle de vision. Ils arrivent à lire des choses qu'ils ne pouvaient plus lire. Seulement 10% des patients continuent à perdre de la vision malgré le traitement. Ce sont généralement les cas les plus sévères, ou les cas où le traitement a été commencé trop tard. Et c'est vraiment le message important. Plus vous commencez le traitement tôt, meilleurs sont les résultats. Si vous commencez quand vous avez encore une bonne vision, vous avez de très bonnes chances de la garder. Si vous attendez et que vous avez déjà perdu beaucoup de vision, c'est plus difficile de récupérer. On peut stabiliser, mais récupérer ce qui est perdu, c'est compliqué. Donc, si vous avez des symptômes de DMLA humide, les métamorphopsies, les lignes déformées, une baisse soudaine de vision, ne tardez pas. Consultez rapidement, chaque jour compte. Parlons maintenant du traitement de la DMLA sèche. Et là, il faut être clair sur un point. Il n'y a pas d'injection comme pour la DMLA humide. Ce qu'on peut faire, c'est ralentir la progression avec les compléments AREDS 2. On en a parlé dans la partie sur les compléments alimentaires. Si vous avez une DMLA sèche intermédiaire ou avancée, prenez ces compléments. Les études montrent qu'ils ralentissent la progression de 25% environ. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas rien non plus. La surveillance régulière est aussi essentielle. Vous devez voir votre ophtalmo régulièrement, généralement tous les 6 mois ou 1 an selon le stade. Pourquoi ? Parce qu'environ 10 à 15% des DMLA sèches évoluent vers une DMLA humide. Et si ça arrive, il faut le détecter tôt pour commencer le traitement rapidement. Et puis il y a les aides visuelles et la réadaptation. Si votre vision centrale est plus atteinte, il existe des aides. Des loupes, des systèmes de grossissement, des logiciels qui lisent le texte à haute voix. Des orthoptistes et des orthothérapeutes spécialisés peuvent vous aider à adapter votre environnement, à apprendre de nouvelles stratégies pour utiliser au mieux votre vision périphérique, qui, elle, est préservée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de recherches en cours pour trouver des traitements pour la DMLA sèche, et on commence à avoir des résultats prometteurs. Un traitement nouveau et prometteur, c'est la photobiomodulation. C'est un traitement par la lumière. On utilise de la lumière rouge et infrarouge à des longueurs d'onde spécifiques. Le principe, c'est que cette lumière pénètre dans vos cellules rétiniennes et stimule les mitochondries, ces petites usines énergétiques de vos cellules. Ça améliore leur production d'énergie, ça réduit l'inflammation, ça protège les cellules contre le stress oxydatif. Ce traitement a été approuvé en Europe. Il a le marquage CE. Plusieurs appareils sont disponibles. Le patient met un masque sur ses yeux
et reçoit le traitement lumineux pendant quelques minutes, plusieurs fois par semaine. Aux États-Unis, des études cliniques sont en cours. Les résultats préliminaires sont encourageants. Certains patients voient une stabilisation, voire une légère amélioration de leur vision. Mais attention, ce n'est pas encore un traitement standard. On a besoin de plus d'études pour confirmer l'efficacité, comprendre quels patients en bénéficient le plus, quel est le protocole optimal. Si vous êtes intéressé par ce traitement, parlez-en avec votre ophtalmo. Il pourra vous dire si c'est une option pour vous. Passons maintenant aux nouveautés et à la recherche en 2025. La bonne nouvelle, c'est que la recherche avance très vite. De nouveaux traitements sont en développement, certains déjà disponibles dans certains pays, et d'autres pourraient changer la prise en charge dans les prochaines années. Première innovation, la thérapie génique pour la DMLA humide. Le principe est simple à comprendre. Au lieu d'injecter régulièrement un médicament anti-VEGF, on injecte un gène qui permet à l'œil de produire lui-même une petite quantité du traitement en continu. En 2025, ces thérapies sont en essai clinique, surtout en phase 1 et 2. Les premiers résultats sont encourageants. On voit une réduction du nombre d'injections. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais si les études se confirment, ces traitements pourraient arriver dans quelques années. Deuxième innovation, les implants à libération prolongée. L'idée est simple à comprendre. Un petit implant placé dans l'œil qui libère le médicament pendant plusieurs mois, ce qui permettrait d'espacer fortement les injections. Un premier implant, appelé Susmivo, avait été approuvé, mais il a été retiré temporairement du marché à cause de problèmes techniques. Les fabricants travaillent aujourd'hui sur une nouvelle version plus sûre qui pourrait revenir dans les prochaines années. Autre avancée importante, les nouveaux anti-VEGF. Les médicaments plus récents, comme le faricimab, permettent déjà chez certains patients d'espacer les injections jusqu'à 3 ou 4 mois tout en gardant une bonne efficacité. D'autres molécules sont en cours d'étude. L'objectif est toujours le même, garder la maladie sous contrôle, mais avec beaucoup moins d'injections. Pour la DMLA sèche, il y a aussi des avancées. Depuis 2023, 2 traitements ont été approuvés aux États-Unis pour la forme avancée appelée atrophie géographique. Ils ralentissent l'évolution de la maladie en agissant sur le système du complément. Et d'autres pistes sont en développement. Cellules souches, molécules de neuroprotection, thérapie génique. C'est une période très active dans la recherche avec de vrais espoirs pour les prochaines années. Dernière nouveauté, l'intelligence artificielle. Des algorithmes très performants peuvent désormais analyser une photo du fond d'œil et détecter les signes précoces de DMLA. Ils peuvent aussi analyser automatiquement les images OCT, repérer du liquide, mesurer la progression et alerter si une DMLA sèche commence à devenir humide. Enfin, l'IA permet de prédire le risque d'évolution grâce à l'analyse combinée des images et des facteurs personnels. Ce n'est pas un remplacement des ophtalmologues, mais un outil très utile pour dépister plus tôt et suivre plus précisément. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous auront aidé à mieux comprendre la DMLA, les méthodes naturelles utiles, les traitements actuels et les innovations qui arrivent. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour d'autres contenus sur la santé des yeux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Prenez soin de vos yeux et à très bientôt dans une prochaine vidéo.